Aurélien Taché est notre invité, député LFI du Val d'Oise et membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Aurélien Taché, bonjour. Bonjour. Cette nuit, la France et les États-Unis, ainsi que plusieurs pays arabes et européens, ont appelé à un cessez-le-feu temporaire de 21 jours au Proche-Orient entre Israël et le Hezbollah. Il ne doit pas y avoir de guerre au Liban, a déclaré Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord avec lui, j'imagine? Oui, je suis d'accord avec lui, mais je trouve qu'effectivement tout ça est très tardif. Je rappelle, parce que peut-être que vos auditeurs l'ont oublié, que nous, dès le mois de janvier, Jean-Luc Mélenchon s'était rendu au Liban pour aller rencontrer effectivement un certain nombre de généraux, les populations civiles et autres, parce que le Liban, ce n'est pas n'importe quel pays pour la France. C'est un pays que la France a eu la mission de protéger pendant un certain nombre de décennies au siècle dernier. C'est un pays très francophone. Moi, j'ai eu ces jours-ci le rédacteur en chef de L'Orient le Jour, grand journal francophone, qui me disait: Monsieur Taché, monsieur le député, nous ici, on aime la France, on aime le français, on aime les Français. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous depuis des mois, alors que le conflit est à nos portes? En fait, c'est le Hezbollah qui a pris le pouvoir au Liban. C'est vrai. Et d'ailleurs, Emmanuel, c'est vrai. C'est tout le problème, non? Je suis d'accord que c'est une partie du problème, mais pourquoi le Hezbollah a pris le pouvoir? Certes, c'est comme d'ailleurs pour le Hamas en Palestine, parce que finalement, il y a un tel désespoir dans ces régions-là, qui finalement, voilà, le Liban, on sait la terrible crise après l'explosion du port à Beyrouth que vit le pays, et qui sont dans une récession économique terrible. Gaza, je ne vais pas vous faire un dessin, les gens, c'est une prison à ciel ouvert, avait dit Nicolas Sarkozy en son temps. Donc effectivement, vous avez après des gens qui surfent sur ce désespoir, qui prospèrent sur ce malheur, et qui sont évidemment des adversaires pour nous. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper. Ce n'est pas une guerre contre le Hezbollah que M. Netanyahou a déclaré, c'est bien une guerre contre le Liban. Il a dit qu'il voulait que ses troupes entrent au sol, et donc il est heureux qu'effectivement cette nuit, enfin, Joe Biden et Emmanuel Macron se soient entendus pour dire: on va peut-être mettre un stop à Israël, mais j'attends des mesures plus fortes pour que ce soit le cas. Enfin, Israël menace d'engager une action terrestre au Liban. C'est une menace, simplement, pour l'instant, Aurélien Taché. Israël qui utilisera la force au Liban jusqu'au retour chez eux des habitants du nord d'Israël. Mais Israël est dans son droit, là. Si vous habitiez dans le nord d'Israël... Oui. Vous êtes chassé de chez vous. Oui. Vous risquez de prendre une roquette du Hezbollah sur la tête, de mourir. Votre famille risque de mourir. Vous êtes chassé de chez vous. Oui. Est-ce que vous ne comprenez... L'armée israélienne vous défend, vous comprenez cela? Oui, mais moi je suis pour la protection de toutes les populations civiles, qu'elles soient israéliennes, libanaises, palestiniennes. Le problème est qu'effectivement, il y a eu ces attentats terroristes terribles du 7 octobre. Maintenant, ça va faire pratiquement 1 an. Et ça fait 1 an que depuis ces attentats, il y a eu une guerre totale déclarée aux Palestiniens par, effectivement, M. Netanyahou. Mais c'était la guerre déclarée le 7 octobre. C'était un attentat terroriste, et ça c'est absolument terrible. Mais si à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, on déclare une guerre à tout un pays, à toute une population, et on tue tous les civils qui s'y trouvent, on va vite se retrouver dans un conflit absolument intenable au niveau mondial. Oui. Bon, on n'est pas à Gaza là, on est dans le nord d'Israël et dans le sud du Liban. Est-ce que oui ou non, Israël a le droit, le devoir d'aller frapper au sud Liban pour permettre à la population israélienne de vivre chez elle? Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions que cela. Encore une fois... Laquelle? Mais encore une fois, si vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi le Hezbollah a pris le pouvoir? Parce qu'il n'y a plus aucune véritable solution diplomatique entre le Liban, Israël et ses voisins. Donc la solution d'aller frapper comme ça de manière indistincte, je rappelle quand même cette fameuse attaque des beepers, on a tous été effrayés de ça, c'est bien la première fois dans l'histoire du monde qu'on voit ça. Et d'ailleurs, c'est même pas une attaque, moi j'ai envie de dire, c'est même pas une attaque militaire conventionnelle. Là, on est quasiment sur des modes opératoires terroristes. Moi, je ne peux pas accepter ça, Jean-Jacques Bourdin. Je ne peux pas. Par contre, effectivement, ce que vous avez dit sur le fait que les Israéliens qui doivent pouvoir rentrer chez eux doivent pouvoir le faire en toute sécurité, oui. Et d'ailleurs, je rappelle que la France a 700 soldats casque bleu au Liban. Il y a des manières de faire autre que de frapper comme ça, indistinctement. Est-ce que le Hezbollah, pour vous, est une organisation terroriste? La branche armée du Hezbollah est évidemment une organisation terroriste. Après, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. Il y a aussi une branche politique qui est représentée au Parlement et qui fait partie du paysage politique libanais. J'ai repris ces mots avant de venir vous voir. Voilà. Le Hezbollah, bras armé de l'Iran? Oui, évidemment. Et le régime horrible des mollahs iraniens doit évidemment être combattu de toutes nos forces. Donc le Hezbollah doit être combattu?
En tout cas, c'est des adversaires politiques, c'est des ennemis politiques. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut faire n'importe quoi. On doit les combattre, certes. C'est clair, vous êtes clair, c'est un ennemi politique. Ah oui, qu'il très faut clairement combattre. On Évidemment. est bien d'accord. Moi, j'ai absolument rien à voir avec ces gens-là. Ces gens-là prônent une idéologie qui est complètement contraire aux principes humanistes que nous on défend à la France insoumise. Par contre, les principes humanistes, ça veut aussi dire qu'on défend les populations civiles et qu'on n'accepte pas tous les modes opératoires des armées dites démocratiques. Parce que là, franchement, on se demande ce qui les différencie d'un certain nombre de barbares quand ils font exploser des beepers qui rendent des enfants aveugles. Bien, Aurélien Taché, un mot. Ensuite, nous reviendrons à la politique en France. La députée LFI Ercilia Soudé a porté son soutien à Elias Dimzalen après son arrestation. Vous avez vu ça. Vous le soutenez aussi? Alors moi je connais pas ce monsieur, donc je soutiens pas les gens. Je peux vous rappeler qui il est si vous voulez. Non mais je suis activiste, animateur du site Islam et Info et d'une association islamiste, ça c'est une chose. Il a été placé en garde à vue parce qu'il a appelé le 8 septembre dernier à, je le cite, mener une intifada dans Paris, donc ça a une relation avec le Proche-Orient. Ça veut dire quoi? Une intifada dans Paris, ça veut dire une provocation à la violence et à la haine. Ça, vous êtes bien d'accord? Oui. En tout cas, vous iriez le soutenir, vous, Aurélien Taché? Non mais moi je soutiens pas ce monsieur. Par contre, je soutiens un certain nombre de principes. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette histoire de finalement des gens qui manifestent pour soutenir les Palestiniens et soutenir les populations civiles tuées, on a eu une criminalisation très forte ces derniers mois et années. Je rappelle quand même qu'au départ de cette terrible guerre et de ce génocide qui est maintenant mené en Palestine, les manifestations étaient interdites. Je suis le premier député de France à avoir réussi à avoir une manifestation autorisée à Cergy. Donc je sais aussi qu'il y a une criminalisation. Maintenant, si vous me parlez de ce monsieur en particulier, non, je n'ai aucune sympathie pour lui, je ne le soutiens pas spécialement. Je dis simplement qu'en France, on doit pouvoir manifester son soutien aux Palestiniens sans être inquiété. Est-ce que ce n'est pas gênant qu'une députée de la République française aille soutenir un homme qui, je le rappelle, est fondamentaliste, proche de Soral, ancien proche de Soral, l'extrême droite, hein, qui appelle à l'insurrection dans notre pays? Et on va le soutenir alors qu'il est en garde à vue? Est-ce que vous comprenez cela? Ma collègue, je pense qu'elle a voulu soutenir des principes, à savoir qu'on ne met pas en garde à vue des gens qui simplement sur tout le reste. Veulent aller témoigner leur solidarité avec des gens qui sont victimes d'un génocide. Maintenant, je pense que ce monsieur en particulier, c'est pas le sujet de ce monsieur. Le sujet est celui des principes démocratiques qui font qu'on ne criminalise pas les manifestants. C'est le sujet du comportement d'un député de la République. Pardon. Mais un député de la République doit aussi soutenir des principes. C'est quand même pour ça qu'on est élu. D'accord, c'est-à-dire on s'assoit sur tout le reste. J'ai pas dit qu'on s'asseyait sur tout le reste, je vous ai dit mon avis sur ce monsieur. Bon, d'accord. Votre demande de destitution d'Emmanuel Macron sera examinée le 2 octobre en commission des lois. Elle n'a pratiquement aucune chance d'être adoptée, vous le savez. Je voulais... On verra. Si les insoumis sont les seuls opposants à Emmanuel Macron, on verra. Ça veut dire que les autres mentent. Donc moi j'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Pourquoi est-ce que les manifestations de samedi dernier ont été un échec? Pourquoi? Quelle est la raison selon vous? Je pense vraiment qu'il y a des questions... D'abord, le 7 septembre a été une réussite. Et je vais vous parler de l'échec après. Mais les manifestations du 7 septembre étaient effectivement des manifestations qui ont mobilisé parce que les gens avaient, après des semaines à attendre ce gouvernement et à la rentrée, envie d'exprimer leur colère. Puis après, c'est vrai qu'il y a eu moins de monde dans la rue la dernière fois. Je pense qu'on s'est un petit peu moins bien organisé. Vous savez, c'est des histoires un peu compliquées entre qui fait quoi, les syndicats, les organisations étudiantes, les mouvements politiques. Donc je pense qu'on a mis un petit peu de temps à s'organiser et que finalement les gens n'ont pas vu passer le message. Mais plus d'une moitié de Français est favorable à la destitution d'Emmanuel Macron. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, moi je suis comme les Français. Je soutenais Emmanuel Macron en 2017, aujourd'hui je demande sa destitution. C'est pour ça que je vous pose la question. Et aujourd'hui je demande sa destitution. C'est une majorité de Français ont fait comme moi. Destitution, on est bien d'accord, pas par la rue, hein. Il peut aussi décider de démissionner, parce que je pense que ça sera si on n'arrivait pas à le destituer, je pense que ça sera la dernière solution pour sortir de la crise politique. Essayer de le destituer par la rue? Non, mais moi j'irai pas le chercher à l'Élysée, si c'est aussi votre question. Voilà. Mais par contre, je pense que lui, il finira par partir. Bien. Vous pensez qu'il finira par partir? Ah, mais il n'y a pas d'autre issue. Michel Barnier va devoir partir avant la fin de l'année, parce que c'est à peu près certain. Mais une fois que Madame Le Pen aura fini de... Je vais y revenir. Je vais y revenir sur Michel Barnier et sur le départ de Michel Barnier. Un mot quand même sur la mort de Philippine. Est-ce que pour vous, il y a eu laxisme judiciaire? Il y a eu en tout cas quelque chose d'extrêmement... D'abord, ce crime est absolument atroce. Donc j'ai évidemment une pensée pour sa famille et ses camarades d'université et tous ses proches. Et il y a eu évidemment quelque chose d'insupportable dans ce dossier. Ce monsieur-là qui est suspecté, mais bon, dont on peut penser qu'il a commis ce crime, est quelqu'un qui avait commis déjà un viol, qui avait été en prison. Pourquoi ce monsieur n'a pas été suivi à la sortie de prison? Il a été suivi. Il a été suivi parce que, alors bon,
parce que très souvent, les cas de viol, moi déjà, je trouve... Il a été suivi et ensuite placé dans un centre de rétention. Alors, on va y venir, mais du coup, c'est bien s'il a été suivi, parce que la plupart du temps, les gens qui ont commis un viol ne sont pas suivis à la sortie de prison, et donc il y a de la récidive. Mais si dans ce cas-là, il y a eu suivi, c'est très bien. En revanche, dans le centre de rétention, effectivement, je ne comprends pas pourquoi. Et vous le savez, moi, je suis pas un fan de la rétention. D'ailleurs, j'ai été visiter un centre de rétention il y a peu de temps. Je vais vous en parler parce que c'est important. Je pense que ce monsieur n'aurait jamais dû sortir avant d'être renvoyé. Mais pour que les choses soient bien faites, et qu'on expulse ceux qui doivent l'être, ce monsieur, évidemment, aurait dû être expulsé. Il faudrait peut-être arrêter, et c'est pour ça que je vous disais que j'allais vous en parler, d'enfermer n'importe qui dans ces centres de rétention. Parce que moi, j'ai été voir un centre de rétention il y a quelques jours, là, justement. Eh bien, vous aviez effectivement des gens qui venaient me voir, qui me disaient, Monsieur Taché, je suis là en France depuis 20 ans. J'ai eu 2 cartes de séjour. Et là, comme j'ai pas eu mon rendez-vous en préfecture pour ma 3e carte de 10 ans, eh ben, je me retrouve en rétention avec des types qui me font peur. Voilà. Donc, si on avait un peu moins de gens qui n'avaient rien à faire dans ces centres qui y étaient, peut-être que les fonctionnaires pourraient mieux faire leur travail pour expulser ceux qui doivent être. Est-ce qu'il faut allonger le temps de la rétention? Je ne pense pas, parce que 90 jours en France, 18 mois dans l'Union européenne, c'est ce que dit l'Union européenne, 547 jours en Allemagne. Rétention illimitée dans certains pays nordiques. Moi, je vous dis que déjà, si on mettait uniquement ceux qui doivent l'être en rétention et pas des gens comme des honnêtes travailleurs qui sont en France depuis 20 ans et qui n'ont pas eu leur rendez-vous à temps en préfecture, on aurait déjà moins de gens à traiter et qu'on pourrait s'occuper des criminels qui, eux, effectivement, quand ils ont commis un crime et qu'ils ne sont pas en situation régulière sur le territoire français, doivent être renvoyés chez eux. Aurélien Taché, est-ce que vous êtes comme Lucie Castet pour la régularisation de tous les sans-papiers? Je suis pour la régularisation de tous les sans-papiers qui travaillent. Je suis pour la régularisation de tous les des autres, on est bien d'accord. Des parents aussi qui ont des enfants scolarisés. Je suis pour la régularisation d'un certain nombre de personnes. Mais une personne qui, par exemple, vient d'arriver en France, n'a pas d'enfant en France, n'a pas d'attache spéciale en France et ne travaille pas non plus, je pense qu'elle peut repartir chez elle. Qu'elle doit ou qu'elle peut Qu'elle doit repartir chez elle dans un certain nombre de cas. Parce qu'on doit la reconduire chez elle. Oui, alors vous savez, après... Qu'on doit l'expulser, quoi. Oui, mais vous savez... mais employons les mots. Non, mais vous savez, ces obligations de quitter le territoire français, souvent, elles sont appliquées d'elles-mêmes par les gens. On le croit pas, mais un cas sur 2, les gens repartent d'eux-mêmes. Parce que les expulsions, ça coûte très cher aussi. Le taux de QTF, 6,9. Je sais bien, mais je vous dis qu'il y a aussi... Il est catastrophique en France. Il y a aussi un certain nombre de départs volontaires. Est-ce qu'il faut l'augmenter, d'ailleurs, ce taux? Il faut absolument l'augmenter? Je pense pas qu'il faille raisonner comme ça. Je pense qu'il faut se demander, encore une fois, qui doit être là et qui ne doit pas être là. Et la plupart des gens qui sont ici et qui travaillent et qui ont des enfants ici et à qui on ne donne pas de papier et que ça les oblige souvent à se loger dans des conditions déplorables, ça bloque leur intégration en France et autres, c'est absolument scandaleux. Et pour un certain nombre d'autres personnes qui, encore une fois, viennent d'arriver, n'ont pas d'attache en France, n'ont pas trouvé de travail en France, on peut peut-être dire, voilà, il faut repartir. Bien. Lucie Castet, qui a un peu pataugé sur cette question. D'ailleurs, est-ce que vous demandez toujours à ce qu'elle soit désignée comme Premier ministre? Oui, bien sûr. Je demande, mais de toute façon, il va bien falloir... Malgré toutes ses incompétences. Écoutez, non, mais elle les montre. Elle peut défendre la régularisation de tous les sans-papiers. Moi, je suis pas très loin de cette position. Donc, non, je suis pas trop loin, je viens de vous le dire. Il y a un certain nombre de gens que, effectivement, je pense qu'on peut envoyer, mais enfin, ça me choque pas que Lucie Castet ait dit ça. Bien. Olivier Faure, lui, n'est pas du tout d'accord. Vous avez remarqué. Il a le droit d'avoir son avis. Oui, moi, j'ai le mien. Voilà. Bon, est-ce que le RN doit être reçu par le gouvernement comme les autres partis? Oui, il doit être reçu. Après, moi, j'ai toujours dit la même chose sur le Rassemblement national. Soit on l'interdit, soit on l'interdit pas. Il n'est pas interdit. Donc, quand ils se présentent aux élections, bon, ils ont des élus. En revanche, on peut avoir des comportements politiques qui font qu'on ne traite pas ce parti comme les autres quand il s'agit, par exemple, d'élire des vice-présidents à l'Assemblée nationale, comme les amis d'Emmanuel Macron ont fait en votant pour le Rassemblement national. On n'est pas obligé de travailler avec ce parti dans une configuration politique. Est-ce qu'il fait partie de l'arc, ce qu'on appelle... Moi, j'aime pas trop cette histoire d'arc républicain. Non, mais moi non plus, je veux pas... Est-ce que pour vous, c'est un parti républicain, quoi, disons clairement les choses. C'est un parti légal, voilà. Donc, à partir du moment où la loi permet son existence et où il a des élus sur les consultations qui sont effectivement adressées à tous les partis de l'Assemblée nationale, il doit être reçu puisqu'il est à l'Assemblée nationale. Mais après, je n'ai aucune espèce d'illusion sur le fait que Marine Le Pen et ses amis sont des gens qui n'aiment pas la République, pas au sens de la liberté, égalité, fraternité, qui est pour moi la devise de la République. Est-ce que le RN devient finalement votre allié pour censurer le gouvernement, pour faire partir Michel Barnier, puisque vous demandez son départ? Jamais le Rassemblement national ne sera mon allié. Jamais. Il peut y avoir différentes oppositions, et si ces oppositions s'opposent, mais on verra bien, puisqu'on en a parlé à l'instant, moi je vous dis que ces oppositions sont factices. Les seuls vrais opposants à Emmanuel Macron, c'est nous. Parce que quand on va voir sur le vote de la destitution qui vote pour ou contre, les Le Penistes seront là pour sauver Macron, vous inquiétez pas. Et oui, et la proposition RN d'abrogation de la réforme des retraites, vous la voterez ou pas? Moi, ce que je veux, c'est que la réforme des retraites soit abrogée avant la fin de l'année. Donc, si on avait la
assurance que ce vote-là permettait ça, la discussion serait intéressante, mais ça n'arrivera pas parce que les Rassemblements nationaux n'a pas de groupe au Sénat, et donc pour faire abolir cette loi... Oui, d'accord, ça c'était ce qu'on appelle l'échappatoire. Non. Mais vous la voteriez ou pas? Vous la voterez ou pas le 31 octobre? Moi, je fais partie d'un groupe qui va proposer une loi pour abroger la réforme des retraites fin novembre et qui a la possibilité de faire inscrire cette loi au Sénat. Oui. Donc c'est ça ma priorité. Donc, mais est-ce que le 31 octobre, vous la voterez ou pas? Parce que tout le monde se prononce à gauche. Certains la voteront, d'autres ne la voteront pas. Moi, je n'ai pas envie de donner le point à des gens qui, de toute façon, font de la manipulation politique et mentent aux Français. Donc je ne pense pas que je voterai cette réforme. On va en rediscuter dans le cadre du groupe parlementaire avec mes collègues insoumis, parce que nous n'avons pas encore eu cette discussion, et moi je souhaite pouvoir l'avoir de manière approfondie avec mes collègues, mais je crois vraiment que le bon chemin, c'est de trouver la manière d'abroger cette réforme avant la fin de l'année, et pour ça, il y aura une proposition de loi dans la niche insoumise le 28 novembre, qui permettra ensuite de faire inscrire la loi au Sénat. Bien, un mot, parce que le nouveau ministre de l'Intérieur en a parlé, la présomption de légitime défense pour les policiers et gendarmes. Est-ce que, à vos yeux, c'est un permis de tuer ? Je me méfie des formules un peu choc. Je dis simplement. Je dis ça parce qu'elle a été employée, cette formule. Non, mais moi, par des amis, vos amis à la France Insoumise. Mais en tout cas, je suis complètement contre cette mesure, si c'est ça la question principale. Moi, j'ai remarqué que depuis la loi de M. Bernard Cazeneuve, et vous comprendrez pourquoi nous ne voulons pas de lui comme Premier ministre, notamment après ce que je vais vous dire. Notamment après ce que je vais vous dire. Parce que, effectivement, la loi qu'il a fait adopter quand il était ministre de l'Intérieur a permis aux policiers de tirer plus facilement quand les gens ne s'arrêtent pas en voiture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'arrêter quand un policier vous demande de vous arrêter en voiture, mais je dis que ça ne mérite pas une balle dans la tête, comme c'est arrivé au Petit Naël il y a 2 ans. Donc des lois qui facilitent le fait que les policiers tirent, moi je suis contre, parce qu'effectivement je ne souhaite pas que la police dans ce pays... Plus d'émotion pour Naël que pour Philippine quand même. Mais non, tout à fait la même chose, arrêtez, je vous ai dit tout à l'heure, pas moi en tout cas, Jean-Jacques Bourdin, je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Pas vous, mais certains de vos amis, oui. Non, il faut pas dire ça, il faut encore une fois, une vie vaut une vie, et quand la petite Philippine est tuée comme ça, et que le Petit Naël est tué comme ça, c'est un drame. Bon, en Nouvelle-Calédonie, les policiers ont-ils été assassinés des Kanaks? Ça, c'est aussi l'un de vos collègues qui l'a dit. En tout cas, ils en ont tué, oui. Ils en ont tué. Et il n'y a pas d'ailleurs que des policiers. Il y a aussi des gens maintenant qui... Ils ont assassiné des Kanaks. Eh bien, écoutez, les policiers sont des assassins. Les gendarmes. Je n'ai pas dit ça, mais je dis qu'en revanche, il y a eu... Oui, mais il y a bien eu des policiers qui ont tué des Kanaks, ça c'est vrai, il a raison. Donc voilà, donc à un moment, les Kanaks en ce moment qui se révoltent... Vous savez, assassin, ça veut dire préméditation. Le mot n'est pas le bon, mais je crois qu'il est déjà revenu lui-même sur le mot et qu'il a dit qu'il aurait voulu dire tuer, parce que assassiner, effectivement, n'est pas le mot juste. Maintenant, Raphaël Arnaud, je m'associe pleinement à lui quand il dénonce effectivement une répression sanglante en Kanaki, quand il demande à ce que le peuple kanak, qui a été spolié de son droit à s'exprimer sur son indépendance, parce que faire un référendum pendant le Covid, c'est mentir aux gens, c'est se moquer d'eux, eh bien, je demande à ce que les Kanaks puissent être entendus, et M. Macron est en train de provoquer une crise extrêmement grave là-bas. Bien, Aurélien Taché, j'ai une dernière question sur Sophia Chikirou, qui est députée comme vous, amie de Jean-Luc Mélenchon, mise en examen pour escroquerie aggravée, abus de biens sociaux et recel d'abus de confiance. Bon, vous n'étiez pas à LFI à l'époque des faits, hein, que les choses soient très claires. Je suis honnête, c'est vrai. Donc vous n'avez pas d'informations particulières sur les faits. Mais je voudrais vous rappeler quand même ce que disait Jean-Luc Mélenchon lors des présidentielles. Je le cite: quiconque est condamné une fois est inéligible à vie. Vous êtes d'accord avec lui? Mais Sophia Chikirou n'est pas condamnée, elle est mise en examen. Donc on est bien d'accord. Et donc moi je pense si elle est condamnée, ben, on verra à ce moment-là, mais écoutez, vous avez regardé un petit peu ce dossier, moi je l'ai regardé. Honnêtement, pas de surfacturation, pas d'enrichissement personnel. Il est question qu'elle ait stocké chez elle un micro-ondes et une télévision le temps que l'emménagement dans les locaux se fasse, et elle est mise en examen. Écoutez, excusez-moi, mais vraiment, il y a quelque chose que je comprends plus dans ce pays. On a des irrégularités beaucoup plus fortes sur d'autres comptes de campagne, dont celui d'une certaine personne qui est président de la République depuis 7 ans. Il ne se passe absolument rien. Par contre, depuis 7 ans, on est absolument à chaque fois sur ce dossier qui se passe le moindre petit rebondissement, en train de remettre une pièce dans la machine pour effectivement, à mon avis, discréditer Madame Chikirou, le mouvement de la France Insoumise. La justice a volontairement mis en examen Madame Chikirou pour discréditer la France Insoumise. Je dis qu'il y a un excès de zèle et que moi je ne peux pas commencer, je ne peux pas me dire qu'il n'y a pas de poids de mesure quand je vois ça. Pour quelle raison? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il est très clair. Elle est hors la loi, elle est au-dessus des lois, Madame Chikirou? Pas du tout, mais alors Monsieur Macron, lui, il est au-dessus des lois, et effectivement, je viens de vous rappeler la réalité des faits. Donc peut-être que ça nécessite une mise en examen, je ne sais pas, le juge a l'air de le considérer, mais en tout cas, je vois que des faits beaucoup plus graves, eux, ne conduisent pas à des mises en examen quand il s'agit de personnes qui ne sont pas à la France Insoumise. Bien, mais enfin, si elle est condamnée, elle doit démissionner. Si elle est condamnée, peut-être qu'elle devra démissionner. C'est à elle que la décision appartient, mais non, pour l'instant, on n'en est pas là.
C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et il faudra lui poser la question, Jean-Jacques Bourdin. Bien sûr, s'il veut venir, mais il ne veut pas. 8h55, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Merci Aurélien Taché d'être venu. Patrick Roger est là après les informations de 9h.